Bienvenue au module 4 de physique, la mécanique, concernant l'étude énergétique des systèmes oscillants mécaniques. La première partie de cette leçon, elle concerne l'étude énergétique du pendule élastique. On va commencer d'abord par le travail d'une force non constante, car la force de rappel qu'applique le ressort sur l'eau solide n'est pas une force constante, elle dépend de l'allongement. On sait que pour une force constante, le travail de cette force, c'est déjà vu en première année du baccalauréat, c'est le produit scalaire F fois AB, CF fois AB fois le cosinus de l'angle entre F et AB. Cette relation n'est valable que si la force est constante. Mais si la force n'est pas constante, on ne peut pas utiliser cette relation. Pour cela, prenons un déplacement de A à B et une force qui change de direction et de sens lors de ce déplacement. Donc c'est une force qui n'est pas constante. Je ne peux pas calculer son travail par cette expression. Pour cela, on va diviser ce déplacement en petits déplacements linéaires appelés dl, de telle manière qu'au cours de ce petit déplacement élémentaire, cette force ne change ni de direction, ni de sens, ni d'intensité. Ça veut dire que la force petit f peut être considérée lors de ce déplacement élémentaire comme une force constante. Donc, lors de ce petit déplacement, je peux calculer le travail de cette force par cette formule. Et ce travail est appelé un travail élémentaire, c'est-à-dire une petite portion de travail. On fait la même chose au cours de ce déplacement AB, c'est-à-dire on continue notre subdivision en petits segments élémentaires de telle manière qu'au cours de ces segments, la force reste pratiquement constante. Donc, pour une force non constante et pour un petit déplacement dl rectiligne du point d'application de la force, le travail élémentaire de la force est par définition, au lieu d'écrire W, on va écrire dW égale à F produit scalaire D de L. Ce travail s'appelle le travail élémentaire au cours de chaque petit déplacement. Je rappelle que le travail dW effectué porte un nom, c'est le travail élémentaire. Maintenant, pour calculer le travail de la force de A jusqu'à B, on fait la somme des travaux élémentaires. C'est-à-dire que le travail total de A à B, c'est la somme de tous les travaux élémentaires de A jusqu'à B. Ce trajet, il est continu. Donc, les déplacements effectués sont aussi des déplacements continus. On va remplacer donc en mathématiques cette somme par l'intégrale pour effectuer un calcul exact de cette somme. C'est-à-dire, on va remplacer le symbole somme par le symbole intégral. Donc, le travail de A à B, au lieu de dire la somme des travaux de A jusqu'à B, on met l'intégrale de A à B de f dl. L'intégrale, c'est une sommation d'une grandeur continue. Donc, chaque fois qu'on a une force non constante, on va appliquer cette relation pour calculer son travail lors d'un déplacement AB. On va appliquer ça à la force de rappel, c'est-à-dire calculer le travail de la force de rappel de ressort, et je vais prendre le cas d'un ressort horizontal. Sur ce schéma, on voit que le point G0, c'est-à-dire le centre d'inertie, c'est-à-dire aussi le point d'application de cette force, va se déplacer de cette position X à la position X plus D de X, c'est-à-dire X plus une petite quantité. Le déplacement élémentaire effectué s'appelle D de L. Le D de L, c'est aussi D de X. Donc maintenant, on va écrire l'expression de la force F selon la convention prise sur le schéma. C'est-à-dire qu'on va écrire que F, il va s'écrire moins K, la longueur finale, moins la longueur initiale, fois I. Or, la longueur finale, moins la longueur initiale, c'est X. Donc, ça sera moins KXI. C'est l'expression de la force. D'où le travail pour partir de cette position à cette position, c'est-à-dire lorsque la masse passe de la position X à la position X plus D de X, c'est dW égale F scalaire D de L. Je remplace F par moins KXI et D de L par DXI.
Le d de L, c'est cette quantité de x fois le vecteur unitaire. Le produit scalaire de i fois i, c'est 1. Il me reste moins kx dx. Donc le travail total pour aller de A à B, c'est l'intégrale de xa jusqu'à xb de moins kx dx. On fait sortir le moins de l'intégrale. Il reste l'intégrale depuis xa jusqu'à xb de kx dx. L'intégrale de kx dx, c'est 1 demi kx carré avec le signe moins ici. Donc ça me donne le travail de A à B de f, c'est 1 demi kxa au carré moins xb au carré. C'est-à-dire chaque fois que je calcule le travail de cette force de rappel, c'est 1 demi k, la position initiale au carré moins la position finale au carré. Une remarque très importante, c'est que le travail de cette force ne dépend pas du chemin suivi. Dans l'expression, on ne sait pas est-ce qu'elle est allée de A à B une fois ou 2 fois ou 3 fois, c'est-à-dire on n'a pas une idée du chemin suivi. Mais ce travail ne dépend que de l'état initial et de l'état final. En première année du baccalauréat, lorsque le travail d'une force ne dépend pas du chemin suivi, on dit qu'on a une force conservative. Donc on constate que le travail de cette force ne dépend pas du chemin suivi, mais uniquement de la position des 2 points de départ et d'arrivée. On dit que c'est une force conservative. En physique, chaque fois qu'on a une force conservative, il y a une énergie potentielle spécifique à cette force. On appelle l'énergie potentielle spécifique à la force de rappel énergie potentielle élastique. Et on va la prendre dans le cas d'un ressort horizontal. Chaque fois qu'on a une force conservative, on a une énergie potentielle correspondante. On peut dire donc que chaque fois que le ressort est comprimé ou bien dilaté, il emmagasine de l'énergie appelée énergie potentielle élastique. Elle est notée EPE. Cette énergie potentielle élastique va faire revenir le ressort à son état initial. L'expression de l'énergie potentielle élastique dans le cas d'un ressort horizontal s'écrit 1 demi kx au carré plus constante. Cette constante, elle dépend de l'état de référence de l'énergie, c'est-à-dire la position dans laquelle l'énergie élastique est prise nulle. Donc on est amené dans les exercices à nous donner une position où l'énergie potentielle élastique est nulle. Et on va l'injecter dans cette équation pour calculer la valeur de la constante. On peut donc donner l'énergie potentielle élastique en fonction du temps en remplaçant x par son équation horaire, c'est-à-dire x égale à xm cosinus de pi t sur t0. Et ça donne EPE 1 demi k xm au carré cos au carré 2 pi sur t0 t plus i plus la constante. La relation entre le travail de la force de rappel et la variation de EPE, c'est-à-dire l'énergie potentielle élastique, c'est que delta EP égale à moins le travail de la force élastique. Delta EP, c'est EPB moins EPA, final moins initial, c'est-à-dire 1 demi kxb au carré moins xa au carré, la constante se simplifie. Or, ceci, c'est moins le travail de la force. Donc, chaque fois qu'on veut calculer le travail de la force de rappel, c'est l'opposé de la variation de l'énergie potentielle élastique et inversement. C'est-à-dire WAB de F égale à moins delta EP. Je vais maintenant donner quelques exemples comment calculer la constante qui dépend de l'état de référence de l'énergie potentielle. Exemple de calcul de la constante de l'énergie potentielle élastique. Prenons par exemple ce schéma d'un ressort horizontal qui est dans une position x, c'est-à-dire que sa longueur c'est L qui est égale à L0 plus x. Prenons le premier exemple, on prend la position d'équilibre comme état de référence. Ça veut dire que je vais prendre la valeur x égale à 0 comme état où l'énergie potentielle elle est nulle. Donc cette phrase veut dire que EPE égale à 0, c'est l'état de référence, lorsque on est à la position d'équilibre, c'est-à-dire lorsque x égale à 0. Donc EPE égale à 0 à l'équilibre. X égale 0. Je prends ces deux valeurs, je les injecte ici,
Et ça me donne 0 égale 1 demi-k0 au carré plus une constante. J'en déduis que la constante égale à 0. Je rappelle pour les élèves de sciences expérimentales option PC, la constante est toujours égale à 0 dans leur exercice. Contrairement aux élèves de sciences maths, ils doivent chercher la valeur de la constante car il peut être différente de 0, comme on va voir dans l'exemple suivant. Si on prend la position extrême comme état de référence, ça veut dire lorsque je prends x égale à xm, EP égale à 0. Ça veut dire EP égale à 0 à x égale à xm, la position extrême, c'est la plus grande valeur de x. Je vais remplacer EP par 0 et x par xm et je cherche la constante. 0 égale 1 demi-kxm au carré plus constante. J'en déduis que la constante égale à moins 1 demi-kxm au carré. Donc l'expression de l'énergie potentielle va s'écrire 1 demi-kx carré plus la constante, c'est-à-dire moins 1 demi-kxm carré. Donc pour les élèves de sciences mathématiques, ils doivent toujours chercher la valeur de la constante grâce aux conditions données dans l'exercice, c'est-à-dire grâce à l'état de référence. Pour les élèves de sciences expérimentales option PC, la constante est toujours égale à 0 par défaut. Maintenant, si le ressort n'est pas horizontal, il est vertical ou bien incliné. C'est le sujet de cette remarque. Dans le cas d'un ressort élastique vertical ou incliné, F égale à moins K delta L et non pas moins KXI. Donc, F n'est égal à moins KXI que lorsque le ressort est horizontal et non allongé à l'équilibre. Alors, on va mettre au point une donnée qui est la source de beaucoup d'erreurs pour les élèves de sciences maths. C'est l'expression de delta L. Delta L va s'écrire en fonction de x et en fonction de l'allongement à l'équilibre. Donc, on va remplacer delta L par delta L à l'équilibre plus x lorsque l'axe est orienté dans le sens de la déformation du ressort. On explique cette phrase. Soit la situation suivante. On a un ressort à vide, c'est-à-dire un ressort dont la longueur est égale à sa longueur initiale. On lui accroche une masse et s'allonge vers le bas. Donc la déformation du ressort se fait vers le bas. Et ce solide, il est à la position d'équilibre. On appelle delta L à l'équilibre la différence entre la longueur du ressort à l'équilibre et sa longueur à vide, c'est-à-dire sa longueur initiale. Ceci, c'est donc delta L à l'équilibre. Maintenant, on va déplacer ce corps ou bien l'écarter vers le bas d'une distance x, comme le montre le schéma suivant. Donc, on va prendre ce corps, on va le déplacer vers le bas jusqu'à cette position. L'allongement delta L, c'est à partir de L0 jusqu'à L final. Ceci donc, c'est delta L. Ce delta L peut être décomposé en deux parties. C'est cette distance plus cette distance. Or, cette distance-là, c'est x. Donc, je peux écrire que delta L égale à cette distance delta L à l'équilibre plus x. À ne pas écrire delta L égale delta L équilibre plus x que si et seulement si le sens de l'axe et la déformation du ressort sont les mêmes. C'est-à-dire que le ressort se déforme dans le même sens que l'orientation de l'axe. Si maintenant l'axe n'est pas orienté dans le sens de la déformation, à ce moment-là, delta L va s'écrire delta L à l'équilibre moins x. Donc, delta L équilibre moins x lorsque l'axe est orienté dans le sens opposé à la déformation du ressort. Voyons ça sur un schéma. Toujours le ressort à vide de longueur L0. On lui accroche une masse, elle s'allonge vers le bas, et ceci, c'est delta L à l'équilibre. L'axe, cette fois-ci, il est pris orienté vers le haut. Donc, la déformation du ressort et le sens de l'axe sont opposés. On va écarter ce solide vers le bas d'une distance x. Le delta L, c'est toujours à partir de la position initiale, c'est la longueur à vide, jusqu'à la longueur finale. Donc, ceci, c'est delta L. Ce delta L est égal à cette distance delta L à l'équilibre plus cette partie-là, cette distance. Le x ici, elle est négatif.
Donc cette distance, c'est moins x. Tout à l'heure, la distance était x car x était positif. Maintenant, x ici, elle est négative. Puisque x est négatif, donc la distance d'ici jusque-là, c'est valeur absolue de x. Donc je peux dire que le delta L, c'est delta L à l'équilibre plus valeur absolue de x. Et comme x est négatif, la valeur absolue de x, c'est moins x. Donc le delta L va s'écrire delta L équilibre moins x. Donc si la déformation du ressort est opposée au sens de l'axe, le delta L va s'écrire delta L à l'équilibre moins x. Pour l'énergie potentielle élastique d'un pendule élastique vertical ou incliné, il ne s'écrit pas 1 demi kx carré, il s'écrit 1 demi k delta L au carré plus constant. Et on va remplacer le delta L par delta L à l'équilibre plus ou moins x selon la déformation et l'orientation de l'axe. D'autre part, le travail de la force de rappel d'un pendule élastique vertical ou incliné. Il ne s'écrit pas 1 demi kxa au carré moins 1 demi kxb au carré. Il s'écrit 1 demi k delta L au carré à la position A moins delta L au carré à la position B. En remplaçant toujours delta L par delta L équilibre plus ou moins x. Donc, après l'énergie potentielle, on va établir l'expression de l'énergie mécanique d'un pendule élastique. On sait que l'énergie mécanique, c'est la somme de l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Je rappelle l'équation horaire du mouvement d'un pendule élastique et je vais commencer par donner l'expression de l'énergie cinétique. On a une translation rectiligne et la masse de ressort est négligeable. L'expression de l'énergie cinétique de ce pendule va s'écrire d'une façon générale 1 demi nv carré. Puisque v égale à x point, on peut écrire que x point c'est moins 2pi sur t0 xm sinus 2pi sur t0 t plus phi. Donc je peux remplacer v au carré par cette expression au carré. Et l'énergie cinétique en fonction du temps va s'écrire de la façon suivante. 1 demi m x point au carré, c'est 1 demi m 2pi sur t0 au carré, xm au carré, sinus au carré, 2pi sur t0 t plus phi. Donc l'énergie mécanique, c'est la somme de cette énergie cinétique et l'énergie potentielle élastique. Donc on écrit que l'énergie mécanique d'un pendule élastique horizontal est EM égale EP élastique plus EC. EP élastique, c'est 1 demi kx carré plus constant. Et EC, c'est 1 demi mv au carré. On peut se demander, est-ce que cette énergie mécanique reste constante ou bien il varie en fonction du temps? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a conservation de l'énergie mécanique ou bien non conservation de l'énergie mécanique? Pour montrer s'il y a conservation de l'énergie, je vais calculer la valeur de l'énergie mécanique de cet oscillateur lorsqu'il est en mouvement de translation. Et je vais prendre comme constante de l'énergie potentielle la valeur 0 pour simplifier. Mais je peux la prendre différente de 0, ça ne change rien. EM égale à 1 demi kx carré plus 1 demi mv carré. Remplaçons x par son expression et v aussi par son expression. Chaque fois qu'on voit sin carré et cos carré, on doit penser à factoriser pour obtenir cosinus au carré plus sinus au carré. On sait que t0 égale à 2pi racine de m sur k. Donc 2pi sur t0 au carré, c'est k sur m. Donc ceci deviendra k sur m. Le m, il est simplifié et il me reste 1 demi kxm carré sin carré. Je peux factoriser par 1 demi kxm carré, cos carré plus sin carré du même angle, ça donne 1. Donc m égale 1 demi kxm carré égale constante. K c'est une constante, l'amplitude est une constante. Donc, en l'absence de frottement, le pendule élastique a une énergie mécanique constante, c'est-à-dire que l'énergie mécanique du système horizontal, elle est conservée. On peut montrer que cette énergie aussi, elle est constante, mais à condition d'avoir déjà l'équation différentielle. C'est-à-dire, on va faire la dérivée de cette fonction et voir si cette dérivée est nulle ou non nulle. Donc la dérivée de l'énergie mécanique, c'est 1 demi k. X ici, ce n'est pas une variable, c'est une fonction.
Donc ça donnera 2x, x point. C'est comme si vous avez f au carré prime, c'est 2f, f prime. La même chose pour x point au carré, c'est 2x point, x2 point, c'est-à-dire 2f prime, f second. Le 2 se simplifie et je factorise par mx point. Ça donne x2 point plus k sur mx. Or, l'expression entre parenthèses, c'est l'équation différentielle. Et on avait dans l'étude dynamique, x2 point plus k sur mx égale à 0. Donc, je vais remplacer cette quantité par 0, d'où la dérivée égale à 0. Donc, l'énergie mécanique est une constante. Donc, il y a deux façons de montrer qu'elle est constante. Et chaque fois que l'énergie mécanique est constante, on dit qu'on a un système conservatif, c'est-à-dire il conserve la valeur de son énergie mécanique. Dire que l'énergie mécanique reste constante et cette énergie c'est la somme de l'énergie cinétique et l'énergie potentielle, puisque ces deux énergies ne sont pas constantes, ça veut dire lorsque une énergie augmente, l'autre elle diminue. Donc on peut dire lors du mouvement pendulaire, c'est-à-dire lors des oscillations, il y a échange incessant entre l'énergie potentielle et l'énergie cinétique du système. C'est-à-dire lors des oscillations, au cours de ces oscillations, l'énergie cinétique se transforme en énergie potentielle et inversement. On va voir ça sur un schéma qu'on appelle diagramme d'énergie. C'est un diagramme où l'axe vertical représente l'énergie et l'axe horizontal, l'axe des abscisses x. N'oublions pas qu'un oscillateur oscille entre moins xn et plus xn. Donc le x appartient à l'intervalle moins xn jusqu'à xn. Maintenant, donnons l'expression de EPE, 1 demi kx carré. Je prends la constante égale à 0. La courbe de EP en fonction de x est une parabole qui s'annule en 0. Donc ceci, c'est le graphe de EPE, de l'énergie potentielle élastique. On a montré que l'énergie mécanique était une constante, 1 demi kxm carré. Donc ça sera une droite horizontale de moins xm jusqu'à plus xm. Pour l'énergie cinétique, c'est EM moins EPE. C'est 1 demi kxm au carré moins 1 demi kx carré. Donc le graphe EC en fonction de x est une parabole qui est l'inverse de cette parabole en blanc. Donc c'est une courbe de ce genre. Donc on peut constater à partir de ce graphe que lorsque l'énergie potentielle diminue, l'énergie cinétique augmente. Mais leur somme reste toujours constante. Et inversement, lorsque l'énergie potentielle augmente, l'énergie cinétique diminue et leur somme reste toujours constante. On appelle ce graphe le diagramme d'énergie. Donc, lorsque l'objet passe par la position d'équilibre, EP égale à 0, mais EC est maximal. C'est pour ça qu'on dit qu'au passage par la position d'équilibre, le pendule possède la plus grande vitesse. Aux positions extrêmes, c'est-à-dire à xm et moins xm, l'énergie cinétique est nulle, mais l'énergie potentielle est maximale. Donc on voit bien que ces deux grandeurs varient en sens inverse. C'est l'une est nulle, l'autre elle est maximale. Donc puisqu'il n'y a pas de frottement, il n'y a aucune perte d'énergie mécanique. C'est-à-dire que l'énergie mécanique se conserve. Donc on peut dire que l'énergie cinétique maximale, c'est cette valeur, ou bien l'énergie potentielle maximale, c'est cette valeur, égale à EM. Donc si on nous demande de calculer l'énergie mécanique après avoir montré qu'elle est constante, c'est soit on prend la plus grande valeur de l'énergie potentielle si on l'a dans l'exercice, ou bien la plus grande valeur de l'énergie cinétique. On peut tracer E en fonction du temps. Le graphe E en fonction du temps et E en fonction de X s'appelle diagramme d'énergie. Donc dans les exercices, on est amené à traiter des diagrammes d'énergie soit en fonction de X, soit en fonction de T. On voit ici que l'énergie potentielle lorsqu'il diminue, l'énergie cinétique en rouge, elle augmente. Et inversement, lorsque l'énergie cinétique diminue, l'énergie potentielle augmente. Mais l'énergie mécanique en vert reste constante. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a un échange incessant entre l'énergie potentielle et l'énergie cinétique. À chaque moment, il y a transformation de l'énergie potentielle en énergie cinétique et inversement. Mais dans le cas des frottements, l'énergie mécanique n'est plus constante. Il diminue progressivement jusqu'à s'annuler.
Donc on va dire que dans le cas des frottements, l'énergie mécanique est dissipée progressivement, c'est-à-dire elle diminue au fur et à mesure que le temps passe. C'est-à-dire que ces oscillations vont s'amortir petit à petit jusqu'à s'arrêter. Et le diagramme d'énergie, elle est de cette façon. L'énergie potentielle, l'énergie cinétique et l'énergie mécanique. Il y a toujours échange d'énergie cinétique en énergie potentielle et inversement, mais l'énergie mécanique diminue au cours du temps. Il y a perte d'énergie mécanique du fait de l'existence des frottements, c'est-à-dire cette énergie perdue, il devient chaleur. Donc on peut nous demander par exemple de calculer l'énergie mécanique dissipée entre l'instant t égale à 0 et l'instant par exemple 0,6. Donc on va prendre la valeur 14, c'est la valeur à l'instant 0, et la valeur pratiquement 8 à l'instant 0,6, et on fait la différence qui doit être négative, c'est-à-dire 8 moins 14. C'est la fin de la première partie consacrée à l'étude énergétique du pendule élastique. Merci de votre attention et à la deuxième partie de cette leçon.